Alors, ce que je vous propose de vous parler, c'est vraiment la façon, je pense que vous appelez ça un dispositif. Nous, on a la manie de tout appeler des programmes. Mais je pense qu'ici, vous appelez beaucoup des choses des dispositifs. Et c'est pas très, très clair pour moi qu'est-ce que c'est un dispositif. Alors, je vais utiliser le mot dispositif, vous me direz si je l'utilise bien, OK? Je suis faite dans le champ complètement. Alors, je pense que ça pourrait ressembler à un dispositif d'accompagnement des équipes scolaires pour créer un climat scolaire positif. Alors, ce que je vous suggère, c'est ce qu'on appelle des transferts des connaissances. Donc, c'est les résultats terrain, c'est-à-dire les résultats qui sont ramenés au terrain aux gens qui ont collaboré à mes recherches pour les aider à justement mettre en place un plan d'action réfléchi avec des objectifs annuels parce que on pourrait discuter, on pourrait échanger, mais il faut aussi quelque part qu'on se mette à l'action, qu'on planifie nos actions et qu'on pense à évaluer nos actions à la fin de l'année pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'en éducation, on a tendance à vouloir chercher les choses qui fonctionnent pour tout, puis à ne pas se valoriser des réussites qu'on a, parce qu'on en a beaucoup des réussites dans les milieux scolaires, mais on cherche comme le truc qui réglerait tout. Alors qu'il y a beaucoup de belles choses qui se font dans les écoles et je vais vous montrer comment on met l'accent avec nos équipes écoles sur ce qu'ils font déjà parce qu'il se fait beaucoup de choses dans les écoles et parfois on en oublie quand on se fait demander comme nous au Québec. On a une nouvelle loi depuis 2012. Donc la loi oblige toutes les écoles de se prémunir d'un plan d'action contre la violence et l'intimidation. On a déplacé un peu pour s'en aller vers le climat. Parce que violence et intimidation, c'était pas quelque chose qui est mobilisateur. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que c'est pas un problème dans les écoles. Donc, ils n'en font pas la priorité. Et les valeurs, en tout cas, c'est comme plus difficile à mobiliser. Alors que lorsqu'on dit qu'on veut travailler à améliorer un climat, son milieu, son climat scolaire, c'est plus difficile de dire, ben non, on l'a assez amélioré. Okay? Donc, tourner vers la positive, c'est beaucoup plus mobilisateur. Travailler ensemble vers un objectif de se faire un milieu plus agréable que de lutter contre la violence à l'école. On s'entend que c'est plus le fun de travailler dans l'aspect positif et ça va donner des résultats peut-être encore même meilleurs. Alors, la mobilisation de tout le plus grand nombre de personnes possibles dans une école, c'est ce qui est un gage, vraiment un facteur de réussite pour avoir des résultats. Donc, ce que je vous propose dans le contenu, c'est un document qui vient tout juste de sortir, il est chaud. C'est la première fois que je le présente même. Alors, si vous ne l'aimez pas, je ne le présenterai pas au Québec. En fait, il va être sur le site de la chaire bientôt. Et il y a une vidéo d'accompagnement qui accompagne, c'est-à-dire le document accompagne la vidéo. C'est destiné aux personnes dans les écoles qui pilotent les comités pour justement faire un plan d'action. Donc, je vous disais, depuis 2012, les écoles sont obligées d'avoir, par exemple, une personne responsable dans toutes les écoles du dossier violence, intimidation et maintenant climat scolaire. Ils sont obligés d'avoir un comité d'école qui annuellement met des choses en place et ils sont obligés de faire un rapport à chaque année au conseil d'établissement et au comité de parents pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, c'est à peu près ça le gros de la nouvelle loi. Ça fait quand même déjà 5 ans. On a encore des écoles qui ne sont pas tout à fait au fait, qui n'ont pas de personnes responsables, qui n'ont pas de comité. Mais plus ça va, plus les écoles vont répondre à la loi. Donc, je vais vous parler de ce que c'est une approche globale et positive en prévention de la violence à l'école. Les conditions favorables et des clés d'action. Okay, là, c'est vraiment du matériel. J'aimerais ça que vous m'arrêtiez si vous avez des questions.
J'ai oublié de répondre à une question. Quelqu'un tantôt m'a demandé c'était quoi des sacres. Des jurons, oui. Vous en avez des exemples de nos sacres québécois? Tabernacle. Non, tabarnak. Tabarnak. Mais c'était bien, c'était bien. Mais... Forcément. OK, là, je referme la parenthèse. J'avais oublié de répondre. Excusez, j'avais oublié de répondre. OK. Alors, j'allais dire des conditions favorables et des clés d'action, voilà. Je vais vous présenter une pyramide de prévention pour répertorier ce que je vous disais tantôt, toutes les actions qui se font dans les écoles et qu'on oublie qu'elles se font. Puis avant d'aller réinventer autre chose, on va regarder ce qu'on fait de bien. Une démarche structurée pour accompagner une équipe pendant une année, parce qu'on fait un plan d'action, on l'évalue. Si ça a bien été, on n'arrête pas, c'est jamais arrêté, c'est jamais gagné. Il faut maintenir, il ne faut pas juste mettre en place, il faut avoir des résultats, mais il faut les maintenir. Et cette partie-là, elle est très difficile parce que quand ça va bien, on passe à autre chose, hein? On y va on gère les priorités comme ça. Donc, une grille d'analyse et de planification. Cette grille d'analyse-là, c'est parce que, les écoles qui participent, ou les écoles au Québec, de toute façon, même s'ils ne participent pas à notre étude, doivent faire un bilan, donc un portrait de leur établissement sur les manifestations, les comportements des enfants, puis évaluer un peu comment va le climat scolaire pour se donner des objectifs. Et une fois qu'ils ont des objectifs, ben là, ils vont essayer de trouver des moyens pour aller avec ces objectifs. Il ne s'agit pas de faire une liste d'interventions qu'on fait dans l'école. Il faut que les interventions soient jumelées à des objectifs qui correspondent à chacun des établissements, parce que les établissements, deux écoles, c'est deux climats différents et c'est deux choses différentes. Donc, on a bien sûr des écoles qui font comme du copier-coller, là, le plan d'action, on copie puis on leur prend l'autre année, mais c'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est vraiment d'un plan d'action annuel avec des moyens, avec des personnes responsables, avec des moyens pour s'évaluer, puis aussi des façons de se féliciter, puis de féliciter tous ceux-là qui ont travaillé à ça. Alors, on se félicite peut-être pas assez. Et un canevas de plan d'action annuel. Alors, on y va comme ça. Arrêtez-moi, s'il vous plaît, si vous avez des questions, ça me permet de reprendre mon souffle. Vu que je ne peux pas me lever, il est parti. Il est parti, je peux me lever. OK. Alors, une approche globale et positive en prévention de la violence, qu'est-ce que c'est? C'est des points de forme. Donc, on est dans un nouveau paradigme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de la lutte à la violence. La lutte à la violence, c'est quand même, il faut quand même le faire, utiliser ces deux mots-là dans la même phrase. La lutte à la violence et à l'intimidation. À l'amélioration, on est passé à l'amélioration du climat scolaire. Et là, on est en train de tendre vers le mieux-être et le bien-être à l'école. Alors, il faut juste s'organiser pour que l'amélioration du climat scolaire ne soit pas encore une mode ou éphémère. Alors, il faut vraiment maintenir, parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment très profitable à long terme de maintenir un climat scolaire positif. C'est vraiment, les recherches le disent. C'est une perspective éducative plus large, l'approche globale et positive. Autrement dit, on ne fait pas que des interventions pour prévenir la violence. On travaille sur la base. On travaille sur des activités de base qui vont permettre à tous les enfants, à tous les adolescents de se développer, d'aller plus loin que justement prévenir. On ne va pas à l'école pour prévenir des problèmes. Les enfants ne vont pas à l'école pour qu'on leur montre comment prévenir. Ils vont à l'école pour devenir des citoyens, pour apprendre, pour se développer, pour développer des passions. On a le devoir de les faire se sentir bons et motivés. Parce qu'il y a une différence entre avoir un problème, avoir des problèmes à l'école, pas avoir de problème à l'école, puis être vraiment très motivé, puis vraiment s'actualiser. Alors, beaucoup d'élèves ils n'ont pas de problème, mais ils ne sont pas très, très, très heureux et très, très, très contents à l'école, mais ils n'ont pas des mauvais résultats. Mais est-ce qu'on les pousse vraiment à aller plus loin et à se dépasser? Alors, c'est une perspective plus large. On travaille vraiment au niveau de toutes sortes de choses qui vont avoir des effets sur la prévention de la violence aussi. C'est une approche globale parce qu'elle s'insère dans les pratiques. On essaie de travailler à partir de ce qu'on a dans notre milieu.
fignole les petites phrases, on ajoute des adjectifs, mais on ne réinvente pas la roue complètement. Donc, les politiques et les référentiels existants, il y a beaucoup de documents qui existent déjà dans les établissements. Il ne s'agit pas d'en rajouter, mais il s'agit de les amalgamer ensemble pour qu'ils fassent un tout. Et ça vise le développement intégral de chaque élève en créant des conditions de vie agréables à l'école. C'est positif, l'approche elle est positive parce qu'elle favorise l'inclusion scolaire dont on parlait tout à l'heure et la gestion positive des comportements. La gestion positive des comportements, je vais y revenir tout à l'heure. Je vais y revenir. Pour la gestion positive des comportements, donc c'est pas du laxisme, c'est vraiment de l'enseignement des comportements attendus ou le respect des jeunes, intervenir dans la dignité, être ferme, être exigeant. C'est important d'être exigeant parce que quand on n'est pas exigeant avec les enfants, ils ont de la misère eux-mêmes à l'être avec eux et c'est comme si ça pourrait être perçu comme on leur fait pas confiance parce qu'on leur demande pas beaucoup. Alors, il faut vraiment être exigeant à la mesure de ce qu'ils peuvent donner, mais aussi à la mesure de comment ils peuvent se dépasser. L'approche globale et positive, elle considère les écarts de conduite comme des opportunités d'apprentissage sociaux. L'apprentissage social, c'est important. Les jeunes doivent apprendre à partir de leurs erreurs. Je pense que c'est Churchill qui a dit que lui, il s'est rendu loin dans la vie parce qu'il a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs. Alors, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et comment on se place dans la position des erreurs, on les punit, on demande qu'ils ne les recommencent plus, des fois même on leur fait promettre de ne plus recommencer. Et lorsqu'ils retombent, ils ne viennent pas nous voir parce qu'ils nous ont promis qu'ils ne recommenceraient plus et ils ont fait. Donc, c'est systémique, c'est une approche globale, systémique, parce qu'elle sollicite la participation de tous les acteurs de la communauté. Et les interventions sont complémentaires à celles qui sont prévues pour l'élève dans ses autres contextes de vie. Donc, l'élève, on essaye de le percevoir comme un individu. C'est son développement global qui nous intéresse, qu'on a à cœur. C'est un jeune qui vit dans une communauté, qui fait des activités dans sa communauté, qui a des connaissances et qui a des adultes de référence ailleurs qu'à l'école. Et en connaissant sa vie, donc, on connaît plus qu'est-ce que l'enfant fait et ça peut aussi amener les organismes communautaires dans les écoles. Pourquoi privilégier cette approche? En fait, c'est pour enseigner aux élèves les comportements sociaux attendus, pour participer à leur développement optimal et elle agit sur le sentiment d'efficacité collective du personnel et favorise la mobilisation des adultes et des enfants au sein de l'école parce que c'est une approche qui est positive. On n'a pas de temps. Personne, on n'a pas de temps. On est comme toujours à la presse où on dit toujours, la phrase la plus facile à dire, c'est « Ah, j'ai pas eu le temps » ou « J'ai pas pris le temps ». Mais le temps qu'on va accorder à des enfants, à appeler les parents parce qu'ils ont une mauvaise conduite, à faire des fiches de mauvaise conduite, à les garder en retenue, c'est tout du temps qu'on va mettre parce que peut-être on ne l'a pas mis sur la prévention ou juste sur l'attention. Un jour, il y a un éducateur, bon, nous autres, c'est des assistants comme un éducateur qui arrive dans mon bureau lorsque j'étais psychologue scolaire. Il était peut-être 11h30 le matin et il arrive avec un élève qui était en crise, puis il l'amenait comme ça par le bras, puis l'enfant, il pleurait, le petit gars, il pleurait. Et là, il me dit, écoute, il dit, je le savais que ça allait aller mal le matin. Fait qu'il dit, là, tu vas t'asseoir là, puis tu vas attendre, puis on va appeler tes parents, puis là, tu vas avoir des devoirs, puis là, tout ça. Mais là, c'est parce que, je dis, attends, qu'est-ce que tu as dit? Quand je l'ai vu sortir de l'autobus un matin, je le savais que ça allait aller mal. Ben là, tu sais, je le savais. Alors, c'est d'être conscient, okay, de voir quand on sent les choses, quand on voit les choses, les petites 5 minutes qu'on peut prendre avec l'enfant, ça peut être un moment agréable. Alors, tout le temps qu'on a passé à récupérer, c'était du temps négatif et c'est du temps qu'on a mis quand même et c'était pas positif du tout. Donc, voilà. L'approche systémique, donc l'éducation, c'est une responsabilité partagée. On parle de plus en plus de coéducation, l'école, la famille, la communauté.
L'éducation, c'est une responsabilité partagée. On travaille avec l'influence des différents milieux, notamment pour des jeunes qui ont des passions, qui ont du talent dans plein de choses sauf à l'école. Donc, c'est intéressant de faire rentrer ces compétences-là pour eux, le regard que les amis peuvent avoir sur eux alors qu'ils ne sont pas bons à l'école, par exemple, mais qu'ils peuvent vraiment exceller dans d'autres choses. C'est très, très bon pour eux. Ça influence les différents milieux sur le développement de l'enfant et sur l'adulte qui deviendra le parent, le citoyen, l'intervenant. Donc, voyez-vous, les enfants sont au centre de nos préoccupations. L'école est très, très proche, très proximale. La famille. Alors, tout ce qu'on peut faire, on peut aider l'enfant à se développer en tenant compte de tous les milieux dans lesquels il évolue. Et bien sûr, est-ce que la caméra est prête? Alors, prenez ça. Vous savez ce que c'est. Alors, c'est la toile, donc c'est le web. C'est un contexte de vie. C'est pas comme on parle parfois que la cyberagression, la cyberintimidation, c'est un nouveau problème. En fait, c'est un problème qui existe depuis longtemps, qui est déplacé dans un autre contexte de vie. Et maintenant, les enfants font partie, ça fait partie de leur vie. Alors, on doit les accompagner là-dedans, on doit faire avec. Et un des devoirs des parents aujourd'hui, c'est d'éduquer leur enfant à bien se comporter sur le web comme ailleurs. Alors, on peut malheureusement pas faire abstraction de ça. Ce serait une erreur de ne pas considérer. Alors, quand on dit, ça s'est passé sur le web, ça s'est pas passé à l'école, j'interviens pas, c'est parce que souvent, ça part de l'école et ça revient à l'école. Donc, s'il y a des choses à gérer, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Donc, des conditions favorables et des clés d'action. Alors, c'est 9 principes que j'ai ressortis dans la littérature et aussi à partir des principes directeurs qui peuvent mener les actions dans une école. Donc, on cible le bien-être général de chaque élève comme cible première. On essaye de rendre chaque élève heureux, si on peut dire. Le bonheur, qui est une variable qui est quand même assez difficile à mesurer, mais là, on ne la mesure pas. Mais combien qu'on a d'élèves qui ne sont pas heureux à l'école? Alors, comment on peut faire pour qu'ils le deviennent? L'engagement de la direction, c'est un principe qui est encore là. Une culture de collaboration et de soutien. Donc, développer le plus de mécanismes possibles de collaboration et de soutien, que ce soit entre enfants, mais aussi entre adultes. C'est clair que si les adultes ne collaborent pas ou collaborent d'une certaine façon, les enfants vont les regarder faire. On doit apprendre à travailler en équipe. On doit apprendre à travailler en équipe. Écoutez, j'ai des étudiants à l'université qui ne sont pas capables de travailler en équipe. Des chicanes, des conflits, les travaux ne se remettent pas, ou je reçois des travaux, les moitiés de travaux. Alors, c'est toutes des choses que les gens n'ont pas appris à gérer lorsqu'ils auraient pu le faire quand ils étaient plus jeunes. Des politiques et des procédures claires et appliquées. Faire la promotion des politiques et des procédures à l'école, quand on le dit une fois, on pense que c'est réglé pour l'année, mais il y a beaucoup de procédures qui ne sont pas, que les gens ne se souviennent pas, et on ne les refait pas quand le nouveau personnel arrive, le personnel bouge, monte. Alors, il faut que ce soit clair et appliqué, les règles de conduite, les normes, les conséquences. Une gestion positive des écarts de conduite. Donc, je me répète, sur considérer l'erreur de conduite comme un parcours nécessaire pour aller plus loin après. La formation continue du personnel. Au Québec, en 2013, on avait 80% du personnel scolaire qui nous disait qu'il n'y avait jamais eu de formation continue, de formation initiale sur la prévention de la violence et la mise en place d'un climat scolaire positif. 80%. 2 ans après, ça n'avait pas bougé. Et si je regarde au niveau de la formation continue, c'est un peu plus, c'est près de 60% du personnel scolaire qui en ont eu. Mais ça n'a pas bougé non plus entre les 2 dernières années, alors qu'il y a tout un mouvement sur la prévention de la violence et l'obligation par la loi 56 de faire des plans d'action.
Alors, c'est pas encore venu dans nos universités l'obligation de donner une formation de ce type-là. Quoique les universités, comme à l'Université Laval, je serais bien mal placée de ne pas en donner. Alors, on a un micro-programme de deuxième cycle qui est en ligne, qui est offert dans toute la francophonie. Donc, l'autre principe, la rapidité, identifier et répondre aux problèmes. Donc, gérer les incidents rapidement. On les voit, les incidents, il y en a beaucoup qu'on voit et qu'on ne règle pas. Alors, si on le faisait maintenant, on irait en aval du problème, que ça va nous prendre plus de temps à régler plus tard. Et un partenariat école, famille, communauté. Dites-moi, est-ce que vous considérez qu'il y a beaucoup de collaboration avec les parents dans vos écoles? Ça dépend. C'est surtout toujours les mêmes parents. Toujours les mêmes parents. Écoutez, il y a un effort qu'il faut vraiment que les écoles... Il y a un effort qu'il faut que soit fait par les écoles vers les parents. La collaboration école-famille en prévention de la violence ou en amélioration du climat scolaire se fait souvent par information. Donc, donner de l'information aux parents, envoyer des feuillets, bon, c'est quelque chose, mais c'est pas de la collaboration nécessairement. Regardons comment on accueille les parents, comment on est prêt à travailler avec ceux qui veulent venir. Parce que ça se peut qu'on les trouve dérangeants. Ça se peut qu'on les trouve dérangeants. Et ça se peut qu'ils se sentent comme ça aussi. Donc, multiplier les occasions de partenariat, puis exploiter les richesses puis les compétences des parents. Je vais vous montrer tout à l'heure quelque chose qu'on a utilisé, justement les compétences d'une maman. Elle était tellement heureuse, tellement contente. C'est une maman qui est graphiste, qui est artiste, qui a fait vraiment des choses. Là. Elle voulait absolument rien savoir d'avoir un salaire. Elle voulait rien savoir. Elle était vraiment très, très contente d'avoir fait la production pour l'école. Donc, à la base de ça, une pyramide de prévention. Donc, pour répertorier et orienter les actions, on est dans l'approche globale et positive. Donc, alors, chez nous, on était habitué de travailler avec une pyramide de prévention à 3 paliers. Autrement dit, pour prévenir la violence à l'école, on utilisait ce modèle-là qui est issu du modèle médical. Donc, on avait des interventions universelles, okay? Faire de la prévention de la violence pour tout le monde. Alors, là-dedans, il y avait développer des habiletés sociales, apprendre à gérer les conflits, un code disciplinaire. Bon. Ensuite, on avait la prévention secondaire, donc pour des clientèles ciblées, des jeunes qui avaient des problèmes de comportement, de violence, tout ça. Donc, il y avait une aide particulière. Et en dernier lieu, pour ceux qui sont moins nombreux, mais pour qui les problèmes sont plus graves, il y avait des interventions qu'on appelait ciblées. Est-ce que c'est un modèle que vous connaissez ici, avec lequel ils sont aussi connus sous le nom de RAI, la réponse aux interventions? Alors, on utilisait ça parce que c'était ce qu'on avait et c'était ce qu'on connaissait. Par contre, on travaillait sur un problème déjà identifié. En travaillant là-dessus, on identifiait que les actions qu'on mettait par palier, c'était pour prévenir c'était pour prévenir la violence à l'école. Alors, pour travailler avec une approche positive, au lieu de lutter contre la violence, c'est louable, okay? On prend une posture davantage de viser le bien-être des élèves à l'école. En maximisant toutes les actions qu'on va faire là-dessus, on a peut-être des chances de voir moins apparaître toutes sortes de problèmes, dont la violence à l'école. Donc, au Québec, on a un modèle de prévention de la santé qui vise la santé optimale. Alors, son premier pôle, ça vise d'abord la santé, et quand il y a des problèmes de santé qui arrivent, bien là, on trouve des solutions par palier, par gravité. Mais l'objectif, c'est que la personne soit en santé. Donc, il ne faut pas fumer, il faut marcher, il faut faire de l'exercice, manger bien. Alors, tout ça, c'est parce qu'on... C'est pas pour éviter d'avoir tel problème, c'est pour être bien. Donc, si on prend cette posture-là dans les écoles, avec la pyramide de prévention, qui est une pyramide de Claire qui a utilisée pour justement la prévention de la criminalité chez les jeunes, ce que je trouvais intéressant, c'était de travailler avec 4 niveaux, justement. Parce que, à la base, cette approche-là fait la promotion de la prévention fondamentale. Ce que je vous disais tout à l'heure,
tout ce qu'on fait à l'école pour que l'enfant soit bien, pour qu'il se développe bien, pour qu'il s'actualise. On fait la promotion des valeurs, on les répète souvent, on fait des activités autour de ça, des attitudes et des actions qui contribuent au bien-être, pas juste des élèves, mais de tous aussi. Donc, le contenu des activités sont indirectement préventifs parce qu'on ne dit pas on va faire quelque chose pour prévenir la violence. On n'en est pas encore là. On mobilise toutes nos actions pour faire de l'école un endroit agréable pour tous les élèves et tout le personnel aussi. Il ne faut pas s'oublier. OK? Alors, toutes les actions quotidiennes visant la qualité générale et l'atteinte de la triple mission. Nous, on a une triple mission de l'école québécoise, c'est éduquer, socialiser et qualifier. Mais on reste beaucoup éduqué puis socialisé comme ça. Alors, dans ce modèle-là, comme un peu à la façon d'un château de cartes, quand la base est solide, il y a moins d'interventions, moins agréables à faire de plus en plus haut. Au deuxième niveau, avec la pyramide de Declercq, c'est vraiment, là, quand un problème survient ou quand on nous demande de penser à régler un problème. Là, c'est le niveau 2, donc ce qu'on appelle la prévention générale. Alors, c'est directement préventif parce qu'on pense à un problème, donc que ce soit le décrochage, que ce soit la violence à l'école. Si vous regardez tous les programmes qui sont faits, je prends par exemple le décrochage puis la violence à l'école, la base, là, puis même la toxico, la dépendance, la base de ces programmes-là, c'est presque toujours la même chose. Donc, le développement de soi, l'expression de soi, apprendre c'est presque toujours la même chose. Et chez les gens qui se sont fait intimider ou se sont fait harceler, qui sont devenus adultes et qui s'en sont sortis quand même, selon eux, de façon positive, ce qu'on voit là-dedans, c'est que dans un des facteurs de protection qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu des adultes qui leur ont montré comment prendre soin d'eux-mêmes. Comment prendre soin d'eux quand ils sont malheureux, comment prendre soin d'eux. Donc, ils les ont aidés à développer leur résilience, à faire face aux obstacles. Et ça, c'est vraiment, vraiment important à se souvenir, de ne pas faire pour les enfants, mais de les aider à affronter et à trouver des solutions parce qu'ils vont en avoir toute leur vie des problèmes. Alors, le troisième niveau, c'est vraiment une prévention spécifique pour ceux qui ont vraiment des problèmes et que les deux niveaux de base n'ont pas bien fonctionné. Et le troisième niveau, c'est plus de la prévention tertiaire, c'est carrément du curatif. Donc, c'est vraiment lorsque les problèmes sont très, très graves. Donc, normalement, on devrait avoir beaucoup d'activités à la base. C'est ce qu'il y a dans les écoles. Et ensuite, il devrait y en avoir de moins en moins plus haut. Mais c'est important qu'il y en ait quand même. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de mettre des lunettes roses avec la bienveillance, c'est important, mais ça ne va pas tout régler. Et même si on a des super activités agréables, que les jeunes aiment venir à l'école, que l'école se soulève et tout ça, il va y en avoir des difficultés, il va y en avoir des problèmes, il faut comme les prévenir avec les autres paliers. Un exemple, je donne un exemple parce que c'est du matériel que j'utilise avec des écoles. Un exemple de bilan des pratiques selon une organisation pyramidale sur un problème de cyberagression. Donc, dans une école, par exemple, un problème avait été amené sur le fait que, il y avait des difficultés, il y avait des jeunes qui se faisaient cyber intimider, puis ils ne savaient pas trop comment agir sur Internet, ils ne savaient pas trop comment agir avec ça. Ils ont fait leur bilan des pratiques. Donc, au niveau 1, ils ont répertorié qu'est-ce qu'il y avait, tout ce qu'ils faisaient dans leur école. Il en manque, par exemple, mais je peux vous en nommer quelques-unes qui vont en prévention fondamentale. Donc, privilégier les actions pour développer les compétences relationnelles des jeunes. Voyez-vous, c'est dans une optique de les enseigner à tous les enfants. Pas juste à ceux qui ont des problèmes relationnels ou à ceux qui ont des problèmes de comportement. Alors que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on enseigne à des petits groupes de jeunes qui ont déjà des problèmes, des façons de bien se comporter au niveau relationnel. Si on le fait à la base avec tous les enfants, on risque vraiment de bien les équiper. On a plus de chances de bien les équiper pour la vie plutôt. Et d'éviter qu'il y ait des petits groupes justement qui ont moins d'habileté, même si on sait que ça va arriver quand même. Donc, y compris... Alors... privilégier les actions pour développer les compétences relationnelles des jeunes dans toutes les sphères de la vie, y compris dans le cyberespace.
développer les passions, les talents des jeunes, les approches inclusives et faire une place à chacun à l'école, aller chercher qu'est-ce que chacun peut apporter à l'école. Dans un autre facteur de protection qui avait été rapporté dans une étude, j'oublie le nom, il y avait un autre facteur de protection des personnes adultes qui avaient été intimidées. Il disait que ça avait été de faire partie d'un groupe communautaire et d'avoir senti qu'il était utile à ce groupe. Donc, le sentiment d'être utile à quelqu'un, c'est quelque chose qui fait du bien et qui probablement facilite la résilience ou permet de devenir plus résilient face aux obstacles. Travailler avec les parents et les différents organismes communautaires présents dans le voisinage, les faire entrer dans l'école, s'assurer que chaque élève peut parler avec un adulte de confiance. Alors, favoriser les partenariats, les tutorats entre adultes et élèves. Alors, la base, il y en avait beaucoup plus. Il disait, par exemple, bon, à chaque premier vendredi, c'est les dîners papa, garçon, puis maman, fille, ou toutes ces petites activités-là. Alors, ce que je demande aux écoles, c'est de répertorier tout ce que vous avez à la base. Indiquer la base, c'est quoi la base dans votre école, et ils se rendent compte qu'il y a énormément d'activités qu'ils font, et ça fait du bien, parce qu'on arrive d'une posture où on peut se sentir jugé de rien faire. On sait, nous, dans les écoles, qu'on fait plein de choses, mais il y a plein de choses qui sont déjà présentes qui pourraient qui contribuent à prévenir la violence à l'école. Au niveau 2, bon là, vu que le problème était identifié, c'était la cyberagression, donc renforcer l'utilisation des TIC, les technologies de l'information, particulièrement en ligne. Particulièrement en ligne, parce qu'il faut le faire pas juste en ligne. Okay? Alors, et tous les autres niveaux, c'était des interventions qu'ils ont pensées, donc prévoir de l'aide aux groupes au milieu à risque. Et en haut, le 4e niveau, les problèmes graves et persistants, c'était des interventions concertées. Et c'était vraiment ciblé. Donc, en faisant le portrait des activités que l'école peut offre, c'est-à-dire, on se rend compte qu'on en fait vraiment beaucoup. Alors, j'arrive avec la démarche structurée. Ça va avec l'exigence de faire un plan d'action, comme je vous disais, que toutes les écoles ont. Donc, l'étape 1, okay, il ne s'agit pas de rentrer dans le moule. Okay? Ce que je fais avec mes étudiants gradués, je leur propose ma démarche, puis je leur demande de la critiquer puis de l'améliorer. Okay? Alors, c'est un guide, une marche à suivre parce que les gens, les responsables des comités climat sain et sécuritaire ou bienveillants, ne savaient pas trop par quel bout commencer, puis ne savaient pas trop comment mobiliser le personnel. Donc, première étape, identifier une personne du milieu qui est responsable d'un comité. Cette personne-là doit être une personne qui est engagée, qui a un leadership, qui est reconnu aussi pour ses qualités humaines, donc de l'influence. La deuxième étape, en fait, pour savoir sur quoi travailler, pour ne pas tirer partout puis travailler sur tout en même temps. Donc, faire un bilan des compétences relationnelles ou un bilan des comportements de violence ou d'intimidation, un bilan du climat, des pratiques éducatives présentes, des collaborateurs que vous avez fait, un portrait des choses que vous voulez répertorier. Je vais vous proposer un outil qui va aller avec ça. L'étape 3, une fois que vous savez un peu comment ça va dans votre école et que vous avez ciblé les choses que vous voulez travailler, mobiliser le personnel scolaire. Donc, il faut sentir qu'on fait une équipe, qu'on s'en va dans le même sens. Il va toujours rester à peu près 20% du personnel dans un groupe qui va être réticent, qui ne voudra pas ou qui ne s'engagera pas. C'est normal. OK? Faut pas s'en faire avec ça, c'est normal. Puis, c'est souvent ces personnes-là qui deviennent les leaders par la suite. Alors, une des façons qu'on a trouvées vraiment pour mobiliser le personnel, parce que c'est la base. Si on ne mobilise pas le personnel, on va travailler, nous autres on dit travailler dans le bas, dans le sens qu'on va mettre beaucoup d'efforts, ça va être toujours les mêmes qui vont mettre les efforts, et parce que les valeurs puis la philosophie n'est pas partagée, et ça ne fait pas de sens pour plusieurs personnes, pourquoi on travaillerait dans ce sens-là. Alors, il faut donner du sens aux interventions, il faut se donner un sens commun aussi. Donc, une façon qu'on a travaillé, c'est écrit très petit, là, mais je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est.
Donc, c'est une charte de vie relationnelle qu'on a pensé travailler avec un petit groupe, donc avec le comité d'école. Donc, le but de ça, c'était de susciter l'engagement du personnel à travailler ensemble vers un objectif commun. Il n'y a pas de mot violence ou intimidation ou harcèlement là-dedans. Alors, je vais vous le lire. Donc, l'orientation de l'objectif de la charte, il est reconnu que le développement et le maintien de saines relations interpersonnelles à l'école exercent un impact positif à la fois sur la motivation scolaire. Okay? Bon, là, autrement dit, il est reconnu, des choses que dans ce sens-là, que c'est à l'école Marie Gaudreault, donc c'est le nom de l'école, on va dire. Nous souhaitons bien vivre ensemble en créant un climat scolaire stimulant et harmonieux, dans lequel chacun évoluera en toute confiance, en sécurité. Le but de cette charte est de rappeler à toutes les personnes de l'école l'importance d'agir dans cette optique, dans le respect de soi et des autres. La mise en place d'un plan d'action global et positif pour améliorer le bien-être collectif de notre école, mise sur l'engagement de chaque membre de notre école. En fait, c'est un papier où les gens ont travaillé dessus. Ils ont amené ça à l'équipe école. Ensuite, ils l'ont fait approuver par les parents, un petit groupe de parents, et ensuite un petit groupe d'élèves, pour que ce soit vraiment chaque catégorie de participants se reconnaissent. On y ajoute les valeurs partagées. C'est quoi les valeurs? Je ne sais pas ici, mais chez nous, les écoles ont toutes 3 ou 4 valeurs identifiées dans leur projet éducatif. Et là, on les met en valeur. Ici, c'était, cette orientation supporte les valeurs préconisées par l'école. Ici, c'est le respect, la persévérance, le sens de l'effort et la reconnaissance et l'estime de soi. Alors, on rappelle les valeurs qui ont fait l'objet depuis des années d'une discussion d'équipe et on rappelle les comportements attendus. Donc, les comportements attendus axés sur le maintien de saines relations interpersonnelles à l'école. Pour maintenir un climat scolaire positif basé sur des saines relations, les comportements prenant appui sur une meilleure communication, exemple, écoute, sans jugement, attitude empathique, sont attendus à l'école. Donc, collectivement, on nomme qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit notre école. Pour établir un climat de classe et d'école positif, sécuritaire et inclusif, l'école entend souligner les bons comportements, notamment la collaboration et l'entraide, la civilité, le sens du partage, la politesse, la courtoisie, le savoir-vivre. À notre école, nous encourageons l'enseignement des principes de civilité. Alors, c'est l'enseignement des principes de civilité. C'est pas de temps en temps reprendre un enfant quand il est pas poli. C'est de montrer aux enfants qu'est-ce que c'est la politesse et de leur faire s'exprimer sur à quoi ça sert, qu'est-ce que ça sert, à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui arrive quand je le fais pas, ok? Donner du sens à ça, donc enseigner le comportement attendu. Et dans cette école-là, ils avaient un code de courtoisie. Alors, nous souhaitons agir positivement sur l'amélioration des relations interpersonnelles et la diminution de la violence et de l'intimidation. C'est la seule fois que les mots-là apparaissent. Une autre valeur, c'est la responsabilisation collective. Donc, nous considérons que chacun d'entre nous a un rôle important à jouer dans la création du climat relationnel à l'école. Ainsi, toute personne témoin d'actes incompatibles pouvant nuire à autrui a la responsabilité d'intervenir à la hauteur de ses capacités. En ce sens, l'école propose différentes mesures de soutien et d'accompagnement. Et dans le dernier paragraphe, ça dit « Je m'engage à faire en sorte de respecter » ou ça dit « Par cette charte relationnelle établie de concert avec les élèves, le personnel, la direction et les parents, nous réitérons notre désir d'accorder une place de choix à la dimension relationnelle dans notre milieu. Et c'est sur cette base d'engagement et d'action concertée que nous souhaitons offrir à tous un milieu de vie enrichissant pour atteindre notre but collectif, la réussite éducative de chaque élève. » Cette charte-là a été approuvée par le groupe d'enseignants de cette école-là. Ils en ont fait une mosaïque, une grande affiche, à l'entrée de l'école et ils l'ont signée. Il y a le pendant de la charte pour les élèves. Alors, vous voyez ici, c'est
une affiche qu'une maman a fait, justement la maman dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est un résumé de la charte qui va dans l'agenda scolaire des élèves en début d'année. Donc, c'est un résumé, pas des choses qui sont interdites, des choses qu'on attend. Voyez-vous la différence? Il y en a un code de vie, puis il y en a un code de sanction. Ils ont tout ça dans l'école. Ici, ce sont les comportements qu'on attend. On rappelle les valeurs et on rappelle notre engagement à faire notre possible pour y adhérer le plus possible, justement, en sachant très bien que les enfants vont faire des erreurs et qu'on va les reprendre. Et le jeune signe et fait signer son parent. Voilà. Avant de continuer, je voulais savoir, parce qu'on a dans nos... on a dans nos établissements, du secondaire ou du primaire, dans les projets d'établissement, ou les projets d'école, il y a ce souci de mettre en avant des éléments liés au climat scolaire. Le souci, c'est qu'on a des instances aussi dans lesquelles se réfléchissent des modalités d'action, etc. Conseil de vie lycéenne, conseil de vie collégienne et le CESC, le conseil à l'éducation citoyenne, de la citoyenneté. Bon. Sauf que ça se fait de manière prescriptive, ça se fait de manière instituée, formelle, c'est formalisé, mais ça ne vit pas forcément, et en tout cas ça ne vit pas forcément avec les différents acteurs aux différents niveaux. Et c'est vraiment la grande difficulté que l'on a, et je voudrais savoir, au Québec, comment vous faites pour faire en sorte que ce soit... OK. Cette charte vive. Il ne faudrait pas idéaliser comment ça se passe. Quand ça marche, comment ça se passe? C'est ça. Parce qu'il y a toutes sortes de choses. OK? Parce qu'il y a une prescription, comme dans un des groupes avec lesquels je travaille, ça a été toute une habituation parce qu'ils avaient une rencontre à tous les mois qui s'appelait Comité sain et sécuritaire, hein? Mais ils ne parlaient pas de ça. Et c'est pour ça qu'il faut organiser. Il faut organiser, il faut un ordre du jour et il faut des objectifs. Pour faire des objectifs, il faut avoir évalué, il faut avoir fait un bilan, il faut cibler les objectifs, il faut trouver des moyens, puis ensuite il faut les mettre en place et les exécuter. Fait que si on ne fait pas ça, on travaille, on ne sait pas par où commencer et on prend le temps qui nous est donné pour travailler sur ça à l'autre chose. Alors, ça a pris un an, je dirais, peut-être à habituer l'équipe dont je pense ils voulaient parler de d'autres choses. Mais nous, on était là pour faire des ordres du jour, à essayer d'instaurer justement les objectifs, tout ça. Puis une fois que ça a été parti, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut vraiment orienter, vraiment orienter. Et cet outil-là sert à ça pour donner une vision pour un an. Okay? Alors, je vais continuer rapidement. Une fois que l'équipe est mobilisée, on élabore un plan d'action. Okay? Et là-dedans, on l'harmonise déjà avec tout ce qu'on a dans l'école. On ne crée pas un autre document à part. On l'harmonise avec ce qu'il y a déjà dans l'école et on fait des objectifs. Ensuite, on élabore, on le met en œuvre, on identifie le niveau d'atteinte. À la fin de l'année, on évalue les résultats, on regarde ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On se pète les bretelles de ce qu'on est content, on fait une petite fête et après, on s'en va en vacances. Mais en août, on recommence. OK? Alors, je vous montre les outils. Alors, la grille d'analyse et de planification, il s'agit à votre gauche. Dans un premier temps, ça c'est un exemple. Un exemple pour les écoles qui travaillent avec nos questionnaires, par exemple. Alors, ils ont des résultats sur le climat, sur les comportements à risque observés, les comportements d'agression, les interventions et les besoins en formation. Donc, c'est une grille pour compiler là ce que vous trouvez qui est le plus important à travailler pour vous dans votre école. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée d'avoir des barèmes et de dire si tu à peu près ça, il faut que tu travailles ça, parce que il y aurait trop de choses à travailler. Et le meilleur barème à obtenir, je pense que ce sont les gens qui vivent dans l'école et qui savent à qui ils ont affaire. Ensuite, le portrait pyramidal des actions.
il s'agit de remplir les niveaux, à savoir qu'est-ce qui se fait actuellement dans votre école. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et avant d'en ajouter. Parce qu'il y a des interventions que j'appelle économiques. Si je pense par exemple à un système d'entraide par les pairs, un groupe de pairs aidants ou de médiateurs, je trouve que c'est un système économique parce que c'est bon pour beaucoup de choses et ça renforce beaucoup de choses. Et en même temps, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance, de compétence, de se sentir apprécié et ça peut faire beaucoup de bien pour ce type d'intervention-là. Alors, faire attention pour multiplier les interventions et vraiment être certain qu'elles sont associées à des objectifs. Parce que si on fait une liste de méthodes, puis c'est pas lié à un objectif, on ne sait pas où on s'en va avec ça. Là. Alors, la grille d'analyse de planification, ici, c'en est une qui est complétée. Par exemple, il y a eu 30% des élèves qui ne connaissent pas un adulte de confiance à l'école. Bon, cette direction d'établissement-là a trouvé ça l'a touché, ça, a trouvé ça important. C'est pour ça que je dis que c'est important que vous mettiez des choses que vous trouvez qui vous frappent. Le terrain de l'école, c'est le lieu le plus déclaré par les élèves où il se passait des choses. Bon, alors, il l'a répertorié ici parce qu'il peut faire quelque chose là. Et au niveau des interventions et des besoins en formation, il y avait 40% de son personnel qui avait dit qu'il avait fait aucune autoréflexion sur leur pratique, aucune pratique réflexive sur leurs interventions depuis les 2 dernières années. Et ça, ils trouvaient ça important de refaire ça avec son personnel. Il a mis dans cette pyramide de toutes les actions, une série d'actions qui se faisaient. Alors ici, c'est un autre outil. Donc, on rapporte ici les éléments de climat, lieu, comportement observé, besoins en formation qui vous ont marqué. Je les ramène ici parce que c'est pas évident qu'on fait des objectifs, des moyens qui vont avec les objectifs qu'on évalue. Souvent, on a des moyens qui ne vont pas pantoute avec les objectifs, on n'est pas capable de les évaluer parce qu'on ne l'a pas planifié avant. Donc ça, c'est un petit guide pour aider à planifier. Donc, en haut, vous mettez vos observations. Vous gardez en tête les principes d'action qu'on a vus tout à l'heure. Vous essayez de formuler des objectifs de travail. Et ensuite, vous placez des interventions qui sont spécifiquement liées aux objectifs. Quand c'est complété, ici je l'ai complété, il faut s'assurer que les moyens qui sont en bas répondent aux objectifs de travail et que ces objectifs de travail-là ne sont pas sortis des nuages, mais qui sont sortis d'une observation que vous aviez faite ou un bilan et des priorités que vous avez jugées importantes pour votre milieu. Il faut que ce soit tout en lien. C'est pas obligé d'avoir 15 objectifs à travailler dans une année. On n'y arrive pas, on le fait pas. 2, 3, pour arriver vraiment à le compléter et à être content d'y être arrivé. Puis l'année d'après, vous en mettrez un autre, 2 autres, selon le portrait de votre établissement. Alors, le plan d'action global, ça ici, c'était l'outil pour analyser. Okay, pour analyser puis mettre vos premières idées. Faire vos objectifs. Le plan d'action global, alors, bon, il y a des instructions là-dessus, je vais laisser le PowerPoint. Alors, on fait un portrait de situation, les forces du milieu, les défis à relever, les soutiens, les partenaires, il ne faut pas les oublier parce qu'ils peuvent vraiment nous aider, les partenaires de la communauté. On se rappelle la pyramide puis les principes d'action. Et là, chez nous, on appelle ça un plan d'intervention personnalisé quand c'est pour les élèves qui ont des difficultés. Mais là, on le fait pour l'école. Alors, on formule des objectifs SMART dans le sens que il faut que ce soit des objectifs précis. Okay? Conscientiser les enfants à la bienveillance, supposons, ça ne peut pas être un objectif SMART parce qu'on n'est pas capable de mesurer ça. Okay? Donc, il ne peut pas être mesurable. Alors, il faut se donner des objectifs qu'on pourra mesurer à la fin. L'intervention qu'on met avec ça, le responsable, les indicateurs de réussite, comment on va évaluer ça, et finalement, les résultats et les réflexions sur le partage. Un exemple. Un objectif simple, d'ici le 20 décembre prochain, on va diminuer de 30% le nombre de retenues données en lien avec les situations de violence. C'est une école qui consignait avec des petits billets.
Ils se sont donné un objectif pour voir s'ils sont capables de l'atteindre ou pas. Alors, le moyen, c'était d'organiser les jeux animés sur la cour de récréation du matin, l'après-midi et midi, instaurer un système de médiation par les pairs pour aider les élèves à gérer leur conflit de manière pacifique. Alors, vous vous rappelez, la cour de récréation, ils voulaient qu'il y ait quelque chose qui se faisait là, donc c'était en lien avec cet objectif-là. C'est le technicien en loisir qui s'en occupait. Alors, qui le fait? Donc, il faut s'organiser parce que sinon, ça peut être tout le monde qui pense que c'est un autre et ça ne se fait pas. Les billets de retenue sont compilés pendant les 2 prochaines étapes parce qu'on veut voir si c'est atteint ou pas atteint. Hein? Puis, c'est sûr, c'est très quantitatif, mais il faut qu'on se donne des moyens pour voir si on a atteint nos objectifs. Et ensuite, planifier une évaluation à mi-étape pour voir comment ça a été. À la fin de l'année, quand vous avez mis 2-3 objectifs, puis que vous avez fait les moyens, puis que vous avez suivi ça, vous êtes en mesure de dire si vous avez atteint vos objectifs, si le problème est réglé, puis si vous pouvez passer à autre chose ou si vous voulez le maintenir. Mais comme je vous dis, il ne faut pas y aller avec plus que 2-3 objectifs. Puis soyez fin avec vous, donnez-vous au moins un objectif que vous êtes sûr d'avoir. Voilà, alors ça fait le tour. Moi, j'aime toujours laisser avec plus de questions que de réponses. Alors, peut-être une petite auto-réflexion pour vous-même. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on s'est dit ce matin? Qu'est-ce que vous aimeriez réinvestir? Quelles sont les nouvelles questions qui émergent chez vous? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour y répondre? La parole est à vous.